Imagine un endroit sur Terre si extrême, si hostile, que pendant des décennies, les scientifiques étaient convaincus qu'aucune forme de vie complexe ne pouvait y survivre. Un lieu plongé dans une obscurité totale, écrasé par une pression inimaginable, plus profond que la plus haute montagne du monde n'est élevée. Et pourtant, ce que les caméras ont fini par révéler là-bas a complètement bouleversé tout ce que nous pensions savoir sur la vie elle-même. Avant d'aller plus loin, si ce genre de découverte fascinante t'intrigue, pense à t'abonner et à activer les notifications, car ce que tu vas découvrir aujourd'hui pourrait bien changer ta vision du monde. Au cœur de l'océan Pacifique occidental, à environ 200 miles à l'est des îles Mariannes, se trouve la fosse des Mariannes, le point le plus profond connu sur Terre. Sa profondeur atteint près de 11 000 mètres, soit environ 7 miles sous le niveau de la mer. Pour mettre cela en perspective, si l'on plaçait le mont Everest au fond de cette fosse, son sommet resterait encore à plus d'1 kilomètre sous la surface. Dans cet environnement, les conditions sont presque inimaginables. L'eau y est glaciale, proche du point de congélation, et la pression dépasse 1000 fois celle que nous ressentons au niveau de la mer. Aucun rayon de lumière n'a jamais atteint ces profondeurs depuis l'apparition de la vie multicellulaire sur Terre. Pendant longtemps, selon les règles de la biologie classique, un tel endroit ne pouvait être qu'un désert absolu, un monde vide où seule une fine pluie de matière organique provenant de la surface permettrait à quelques rares organismes de survivre. Cette idée a dominé la pensée scientifique pendant la majeure partie du XXe siècle. Pourtant, elle s'est révélée complètement fausse. Ce qui est fascinant, c'est que cette conclusion n'était pas vraiment basée sur des observations directes, mais plutôt sur une logique qui semblait évidente. Sans lumière, pas de photosynthèse. Sans photosynthèse, pas de production d'énergie à la base de la chaîne alimentaire. Et donc, très peu de vie. Mais il y avait un problème. Personne n'avait réellement vu ce qui se passait là-bas. La raison est simple. Explorer ces profondeurs est extraordinairement difficile. À la surface, la pression atmosphérique est d'environ 1 bar. Mais tous les 10 mètres de profondeur, la pression augmente d'environ 1 bar supplémentaire. À près de 11 000 mètres, cela représente plus de 1000 bars, soit environ 16 000 livres par pouce carré. À ce niveau, un corps humain serait instantanément écrasé, et même les sous-marins classiques seraient broyés comme des canettes. Les premières personnes à atteindre le fond de la fosse des Mariannes furent Jacques Piccard et Don Walsh, en 1960, à bord du submersible Trieste. Leur descente dura près de 5 heures, mais une fois arrivés au fond, ils ne purent y rester que quelques minutes. Leur arrivée avait soulevé des sédiments, rendant la visibilité presque nulle. Leur champ de vision était limité, leur lumière faible. Cette expédition a prouvé qu'il était possible d'atteindre ces profondeurs, mais elle n'a pratiquement rien révélé sur la vie qui s'y trouvait. Pendant plus de 50 ans, aucun humain n'est retourné au fond. Les technologies nécessaires pour observer correctement cet environnement n'existaient tout simplement pas. Quelques engins non habités ont réussi à descendre. En 1995, le submersible japonais Kaiko a atteint le point le plus profond et a renvoyé des images. Mais il a été perdu en mer en 2003. En 2009, le véhicule américain Nereus a également atteint ses profondeurs avant d'être détruit en 2014 dans une autre fosse. À chaque tentative, l'océan profond semblait briser les machines conçues pour l'étudier. Ainsi, l'idée que les profondeurs étaient en vide persistait, non pas parce qu'elle était confirmée, mais parce qu'il était presque impossible de prouver le contraire. Les scientifiques pensaient que la seule source de nourriture provenait de ce qu'ils appellent la neige marine, de minuscules particules organiques qui tombent lentement depuis la surface. Mais plus la profondeur augmente, plus cette matière est consommée ou décomposée avant d'atteindre le fond. On supposait donc qu'à de telles profondeurs, presque rien n'arrivait. Et puis, tout a commencé à changer. Le tournant est venu avec un outil relativement simple, les landers. Ce sont des structures lourdes équipées de caméras, de lumière et d'appâts que l'on dépose au fond de l'océan. Elles enregistrent ce qui se passe pendant des heures, voire des jours, avant de remonter à la surface. Contrairement aux submersibles habités, ces dispositifs sont plus simples, moins coûteux et peuvent rester longtemps sur place. Au début des années 2000, des chercheurs comme Alan Jamieson ont commencé à les utiliser régulièrement pour explorer la zone hadale, c'est-à-dire les profondeurs au-delà de 6000 mètres. Et ce qu'ils ont filmé a surpris tout le monde.
À peine les landers atteignaient-ils le fond que des créatures apparaissaient presque immédiatement, attirées par l'appât. Loin d'être un désert, ces profondeurs étaient animées. Les plus nombreuses étaient les amphipodes, de petits crustacés ressemblant à des crevettes, parfois longs de plusieurs dizaines de centimètres. Les images montraient des dizaines, parfois des centaines d'individus se rassemblant rapidement, se disputant la nourriture avec une énergie inattendue. Cela contredisait complètement l'idée d'un écosystème lent et pauvre. Ces animaux n'étaient pas passifs ni rares. Ils étaient actifs, voraces, parfaitement adaptés à leur environnement. Et ils n'étaient pas seuls. D'autres espèces apparaissaient également, formant de véritables communautés. Il y avait des interactions, de la compétition, une organisation qui ressemblait à celle d'écosystèmes beaucoup plus familiers. Puis, une découverte encore plus étonnante a été faite. Les poissons. Pendant longtemps, les scientifiques pensaient que les poissons ne pouvaient pas survivre au-delà d'environ 8000 mètres. La pression extrême devait, en théorie, détruire leurs protéines, perturber leurs membranes cellulaires et empêcher leur fonction vitale. Mais les caméras ont montré autre chose. En 2014, une équipe a filmé un poisson escargot à environ 8100 mètres de profondeur dans la fosse des Mariannes. Ce poisson, appelé plus tard Pseudoliparis suirei, nageait librement, semblant parfaitement à l'aise dans un environnement où, selon les modèles, aucun poisson ne devrait exister. Cette découverte a forcé les scientifiques à repenser complètement les limites biologiques de la vie. Et ce n'était que le début. Cette observation a ouvert la voie à une série de recherches beaucoup plus approfondies. Les scientifiques ne pouvaient plus simplement supposer les limites de la vie, ils devaient maintenant les mesurer, les comprendre et surtout les redéfinir. Le poisson escargot des Mariannes n'était pas seulement une curiosité, il représentait une frontière biologique, un exemple vivant de ce que l'évolution est capable de produire lorsque les conditions deviennent extrêmes. Pour comprendre comment ces poissons survivent, les chercheurs ont étudié leur physiologie en détail. L'un des éléments clés identifiés est une molécule appelée oxyde de triméthylamine, ou TMAO. Cette substance joue un rôle crucial. Elle stabilise les protéines, les empêchant de se déformer sous l'effet de la pression. Plus un poisson vit en profondeur, plus il accumule de TMAO dans son organisme. Chez le poisson escargot des Mariannes, les niveaux de TMAO observés étaient les plus élevés jamais mesurés chez un poisson. Mais il y avait une limite. Trop de TMAO devient toxique et perturbe le fonctionnement cellulaire. Les calculs ont montré qu'au-delà d'une certaine profondeur, située entre 8200 et 8400 mètres, il serait chimiquement impossible pour un poisson de survivre. Ce poisson vivait donc presque exactement à cette limite théorique. Depuis cette découverte, aucun poisson n'a été observé à des profondeurs significativement plus grandes. Cela suggère que ce que nous voyons ici n'est pas simplement une adaptation impressionnante, mais une véritable frontière imposée par la chimie de la vie elle-même. Mais les poissons ne sont qu'une partie de cet écosystème complexe. Les images enregistrées par les landers ont révélé une diversité étonnante d'organismes. Contrairement à l'idée d'un environnement uniforme, la zone hadale est en réalité très variée. La nature du sol, la topographie, la disponibilité de la nourriture et les communautés biologiques diffèrent d'un endroit à l'autre, même au sein d'une même fosse. Dans certaines zones, les chercheurs ont observé des xénophyophores, des organismes unicellulaires géants parmi les plus grands jamais découverts. Ils construisent des structures fragiles ressemblant à des coquilles, reposant sur les sédiments du fond marin. Ailleurs, des concombres de mer, appelés holothuries, se déplacent lentement sur le sol, filtrant les sédiments à la recherche de matière organique. Ces créatures, bien que simples en apparence, jouent un rôle essentiel dans le recyclage des nutriments. Certaines zones présentent également des tapis microbiens constitués de bactéries et d'archées. Ces communautés microscopiques forment des couches visibles sur les roches et les sédiments et sont capables de produire de l'énergie à partir de réactions chimiques sans dépendre de la lumière du soleil. Ce point est particulièrement important. Pendant longtemps, on pensait que toute la vie dans l'océan dépendait, directement ou indirectement, de la photosynthèse. Mais ces microbes montrent qu'il existe d'autres sources d'énergie. Dans certains environnements, comme les sources hydrothermales ou les suintements froids, des bactéries utilisent des composés chimiques comme le sulfure d'hydrogène ou le méthane pour produire de la matière organique.
Des indices suggèrent que des processus similaires pourraient exister dans les fosses hadales. Cela signifie que la chaîne alimentaire ne dépend pas uniquement de ce qui tombe depuis la surface, mais peut aussi être alimentée localement. Cela remet en question une idée fondamentale sur l'origine et le fonctionnement des écosystèmes. Une autre découverte importante concerne la manière dont la nourriture arrive dans ces profondeurs. Contrairement à l'image d'une chute lente et constante de particules, il semble que des apports rapides et massifs jouent un rôle majeur. Des carcasses de baleines, de grands poissons ou des accumulations soudaines de matière organique peuvent atteindre rapidement le fond, fournissant une source de nourriture concentrée. Les amphipodes, par exemple, semblent parfaitement adaptés à ce mode d'alimentation. Ils peuvent consommer rapidement de grandes quantités de nourriture lorsqu'elle devient disponible, puis survivre pendant de longues périodes avec peu de ressources. De plus, la forme même des fosses pourrait favoriser l'accumulation de matière organique. Leur structure agit comme un entonnoir, concentrant les débris provenant d'une large zone de l'océan vers un espace plus restreint au fond. Cela signifie que certaines fosses pourraient recevoir plus de nourriture que des zones plates situées à la même profondeur. Peu à peu, une image beaucoup plus dynamique de la vie en profondeur émergeait. Les expéditions modernes ont également permis à des humains de retourner dans ces environnements extrêmes. En 2012, James Cameron est devenu la 3e personne à atteindre le fond du Challenger Deep en descendant seul à bord du Deep Sea Challenger. Il a passé environ 3 heures au fond, collectant des échantillons et filmant l'environnement. Il a décrit le paysage comme semblable à la surface de la Lune, vaste, sombre, apparemment vide. Mais en y regardant de plus près, il a observé des signes de vie, notamment des amphipodes et de petites créatures difficiles à identifier. Puis, en 2019, une nouvelle étape a été franchie. Victor Vescovo, explorateur et ancien officier de marine, a atteint une profondeur encore plus grande à bord du submersible Limiting Factor, dans le cadre de l'expédition 5 Deeps. Il a enregistré une profondeur de 10 928 mètres, la plus grande jamais mesurée. Il est resté environ 4 heures au fond, observant directement l'environnement le plus profond jamais exploré par un humain. Ces images ont confirmé la présence de vie, même à ces profondeurs extrêmes. Il a observé des amphipodes, des organismes ressemblant à des concombres de mer, et d'autres créatures potuées transparentes encore non identifiées. Mais il a également découvert quelque chose d'inattendu, des déchets humains. Un sac en plastique, des emballages de bonbons et de minuscules particules de pollution plastique étaient présents dans les sédiments. À près de 11 000 mètres de profondeur, dans un endroit que seuls quelques humains avaient visité, et les traces de notre activité étaient déjà visibles. Cette découverte a profondément marqué les scientifiques. Elle montre que même les régions les plus isolées de la planète ne sont pas à l'abri de l'impact humain. Les mêmes courants qui transportent les nutriments vers les profondeurs emportent également nos déchets. Des fragments de plastique ont été retrouvés non seulement dans les sédiments, mais aussi à l'intérieur des organismes vivant dans ces environnements. Les créatures qui ont évolué pour survivre dans des conditions extrêmes consomment désormais les résidus de notre civilisation. Les recherches se poursuivent aujourd'hui avec des institutions du monde entier. Des navires comme le Falkor de l'Institut Schmidt des océans explorent régulièrement ces profondeurs, utilisant des robots sophistiqués pour collecter des données et des images en haute résolution. Des organisations comme Jamstec continuent leurs travaux dans le Pacifique occidental, prolongeant une longue tradition d'exploration des grands fonds. À chaque mission, de nouvelles espèces sont découvertes. Des amphipodes inconnus, de nouveaux poissons escargots, des vers, des concombres de mer, et même des organismes qui ne correspondent à aucun groupe connu sont identifiés. La zone hadale n'est pas un seul environnement uniforme. Elle est composée de multiples écosystèmes distincts, chacun avec ses propres caractéristiques, ses propres espèces et sa propre histoire évolutive. Chaque fosse est un monde à part. Chaque fosse océanique raconte une histoire différente, façonnée par des millions d'années d'isolement, de pression extrême et d'adaptation biologique unique. La fosse des Mariannes est la plus profonde, mais elle n'est pas la seule. D'autres fosses, comme celle des Kermadec, des Tonga, des Philippines ou du Japon, abritent chacune leur propre forme de vie, souvent endémiques, c'est-à-dire qu'on ne les trouve nulle part ailleurs sur Terre. Ce qui est fascinant, c'est que ces environnements, bien que séparés par des milliers de kilomètres,
partagent certaines caractéristiques tout en développant des différences marquées. Cela signifie que la vie ne s'est pas simplement installée une fois pour toutes dans les grandes profondeurs, mais qu'elle a évolué indépendamment dans plusieurs régions, s'adaptant à des conditions similaires de manière différente. Pendant longtemps, la profondeur extrême était considérée comme une barrière infranchissable pour la biodiversité. Aujourd'hui, cette idée a été complètement renversée. La zone hadale n'est pas un désert, mais un ensemble d'écosystèmes riches, dynamiques et en constante activité. La vie n'y est pas seulement présente, elle y prospère. Les amphipodes, par exemple, démontrent une capacité étonnante à détecter rapidement les sources de nourriture, même dans l'obscurité totale. Leur métabolisme, bien que soumis à des températures proches de zéro, reste suffisamment actif pour leur permettre de réagir rapidement et de consommer efficacement les ressources disponibles. Les poissons escargots, quant à eux, représentent une limite biologique fascinante. Leur existence à des profondeurs extrêmes montre jusqu'où la chimie de la vie peut être poussée avant d'atteindre ses limites. Ils vivent à la frontière de ce qui est physiquement possible, illustrant de manière concrète les contraintes fondamentales imposées par la pression. Les micro-organismes, souvent invisibles à l'œil nu, jouent également un rôle essentiel. Leur capacité à utiliser des réactions chimiques pour produire de l'énergie ouvre des perspectives totalement nouvelles sur la manière dont la vie peut exister. Ils ne dépendent pas de la lumière du soleil, ce qui signifie que des écosystèmes entiers peuvent fonctionner indépendamment de la surface. Cette découverte a des implications qui dépassent largement les océans terrestres. Si la vie peut exister dans des conditions aussi extrêmes sur notre planète, alors les chances de trouver de la vie ailleurs dans l'univers augmentent considérablement. Des lunes comme Europe, qui orbitent autour de Jupiter, sont soupçonnées de posséder des océans liquides sous une épaisse couche de glace. Ces océans seraient sombres, froids et soumis à une pression immense, des conditions autrefois considérées comme incompatibles avec la vie. Mais les profondeurs océaniques de la Terre nous montrent le contraire. La vie ne dépend pas d'un environnement confortable. Elle dépend de sa capacité à s'adapter, et l'évolution, sur des millions d'années, est capable de produire des organismes capables de survivre dans des conditions que nous aurions jugées impossibles. Ainsi, les images capturées dans la fosse des Mariannes ne servent pas seulement à mieux comprendre notre planète. Elles deviennent une référence pour la recherche de vie extraterrestre. Elles nous aident à imaginer ce que nous pourrions trouver sous la glace d'Europe ou dans d'autres environnements extrêmes du système solaire. Mais ces recherches ont également des applications très concrètes sur Terre. Les organismes vivant dans la zone hadale possèdent des propriétés biochimiques uniques. Leurs enzymes fonctionnent sous des pressions extrêmes, leurs protéines sont exceptionnellement stables et leurs mécanismes cellulaires offrent des solutions que les scientifiques commencent à peine à comprendre. Ces découvertes pourraient être utilisées dans de nombreux domaines, comme la médecine, la biotechnologie ou l'industrie chimique. La nature, en explorant toutes les possibilités au fil de l'évolution, a déjà trouvé des solutions à des problèmes que les ingénieurs humains tentent encore de résoudre. Chaque expédition dans les profondeurs apporte son lot de nouvelles données. Chaque descente d'un robot ou d'un lander permet d'observer des comportements, des interactions et des espèces jamais vues auparavant. L'océan profond, qui représente le plus grand habitat de la planète, reste aussi l'un des moins explorés. Et pourtant, ce que nous avons déjà découvert suffit à changer profondément notre compréhension du monde vivant. L'idée que les grandes profondeurs soient vides a été remplacée par celle d'écosystèmes complexes, comparables dans leur organisation à ceux que l'on trouve à la surface. La fosse des Mariannes n'est pas un vide, ni un désert, ni un simple trou au fond de l'océan. C'est un environnement vivant, difficile, exigeant, mais pleinement habité. Les créatures qui y vivent ne connaissent pas la lumière. Elles évoluent dans l'obscurité depuis des centaines de millions d'années. Elles supportent des pressions capables de détruire un sous-marin, des températures proches du gel, et pourtant elles continuent de se nourrir, de se déplacer, de se reproduire. Les images enregistrées montrent des organismes en mouvement, des interactions, des comportements qui témoignent d'une vie active et organisée. Rien de tout cela ne correspond à l'image d'un monde vide et silencieux que l'on imaginait autrefois. Les caméras ont révélé quelque chose d'inattendu. La fosse des Mariannes est pleine de vie. Aujourd'hui, la question n'est plus de savoir si la vie peut exister dans ces conditions extrêmes. La question est
devenu beaucoup plus vaste, combien de formes de vie restent encore à découvrir dans ces profondeurs? À mesure que les technologies progressent, que les explorations se multiplient, de nouvelles images continuent d'arriver. Chaque mission repousse les limites de notre connaissance. Chaque découverte remet en question ce que nous pensions savoir. L'océan profond est le plus grand espace habitable de notre planète. C'est aussi le moins exploré. Et à bien des égards, c'est le plus proche d'un monde extraterrestre que nous puissions étudier directement. Ce qu'il nous apprend, c'est que nos certitudes sur les limites de la vie étaient erronées. La fosse est immense, et la vie y est présente jusqu'au fond. Et ce que nous avons découvert jusqu'à présent n'est probablement qu'un début.